On poursuit cette matinée avec la table ronde réemploi et j'ai le plaisir d'appeler les intervenants de la table ronde à me rejoindre. Samuel Mayer pour le pôle éco-conception, Pierre Géraud-Lyria pour le drive tout nu, Mathieu Mandegris pour Évidence et Clarisse Broyon pour Yéofré. Merci de vous installer à ma droite. Ça va être une table ronde destinée à mettre en valeur des initiatives inspirantes et très constructives. Bonjour à vous, bienvenue. J'en profite le temps que vous vous installez. Alors, d'une part, pour faire un petit tour de table, si on peut amener un deuxième micro au niveau de la table ronde de façon à ce qu'il y ait deux micros, comme ça les échanges seront parfaitement fluides. Alors, je commence par Pierre Géraud-Lyria, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur Le Drive tout nu, ingénieur Purpan. On aura le plaisir d'accueillir Purpan cet après-midi lors de la séquence emploi-formation. Vous avez débuté votre carrière comme ingénieur conseil, notamment dans l'accompagnement de la vente des équipements industriels aux États-Unis et au Canada. Vous avez évolué au sein de l'entreprise Terriflow, spécialiste des autoclaves. Et puis, 2017, création Le Drive tout nu. Avec Salomé, votre épouse, vous avez croisé vos deux expériences, le drive tout nu, vraiment des magasins très innovants et très intéressants dans le domaine du réemploi. On va en savoir plus avec vous dans quelques instants. Clarisse Broyon, bonjour. Vous êtes ingénieur PAC au sein de Yéofré, ingénieur emballage et éco-conception. Vous avez travaillé dans différents secteurs. Vous avez une vision justement ensemble, des parfums, de la détergence. Vous avez travaillé dans une grande enseigne de sport avec toujours des problématiques environnementales chevillées au corps. Depuis novembre 2023, vous avez intégré le service R&D de Yéofré en tant que spécialiste PAC. Yéofré, c'est une belle entreprise qu'on connaît à Toulouse, une entreprise locale, filiale de Maître Laitier du Cotentin. Vous fabriquez principalement des produits laitiers frais, des yaourts, de la crème fraîche, du lait également, sous marque distributeur et également sous votre propre marque. Mathieu Mandegris, bonjour. Il vous salue, vous êtes le cofondateur et président d'Évidence, centre de lavage multicontenant. Vous venez du monde de la restauration, du monde des PME agroalimentaires. Vous avez aussi une activité dans l'immobilier d'entreprise avec, c'est rebelote, mais avec votre épouse Charlotte cette fois-ci. Vous avez créé Évidence il y a 2 ans. Première centrale de lavage de contenants alimentaires en Occitanie. Lavage de tous les types de contenants, différents matériaux, verre plastique, inox, toute taille. Sauf les bouteilles, j'allais presque dire évidemment, mais parce que là, pour le coup, il y a une multitude d'acteurs. On pourrait citer Consigne Up, d'ailleurs, avec lequel vous évoluez. Et puis Samuel, bonjour. Samuel Mayer, vous êtes directeur du pôle éco-conception, performance cycle de vie. Vous êtes chimiste de formation et dans votre carrière, vous êtes intéressé à l'éco-conception dès 1999. Je crois qu'on peut dire que vous êtes un pionnier du sujet. Vous avez eu différentes expériences dans des secteurs comme la métallurgie, le mobilier de bureau. Vous avez évolué au sein du réseau des chambres consulaires, une activité de conseil. Puis en 2008, la création d'une association, Pôle Éco-Conception, une association d'entreprises. L'objectif, c'est d'accompagner les organisations pour être le plus durable possible dans une perspective de cycle de vie. 17 personnes, alors tout secteur, mais des spécialistes aussi, donc notamment une ingénieure emballage, une ingénieure agroalimentaire qui a porté un programme d'ailleurs Oxymore en région Occitanie, on en dira quelques mots. J'en profite pour dire que vous faites aussi partie du groupe de pilotage au niveau de la publication du prochain rapport ADEME sur le réemploi. On verra les enseignements que vous pouvez partager, mais le rapport n'est pas encore publié, donc on esquissera en tout cas les pistes de réflexion. Alors, cette table ronde, l'idée c'est de mettre en valeur des initiatives, vous allez le voir, qui sont véritablement inspirantes et aussi très concrètes. Le premier temps, peut-être se poser la question, au fond, c'est certainement une évidence pour vous, mais il faut la partager avec la salle, c'est finalement pourquoi mener des actions tournées vers le réemploi. Je me tourne vers vous, Clarisse, je vous vois acquiescer. Et allez, je ne me mets pas tout à fait à votre place, c'est vous la spécialiste, mais j'imagine que le réemploi, c'est partie intégrante d'une stratégie plus globale, 3R en particulier.
Exactement, enfin, vous l'avez déjà dit, dans notre stratégie emballage, du coup, chez Yeo, on applique les 3 R. Historiquement, on a beaucoup travaillé ces dernières années vraiment sur tout ce qui était réduire les emballages, mais aussi la recyclabilité des emballages. Vincent en a parlé un peu plus ce matin de Citeo, mais voilà, on a participé au consortium PS25 avec la mise en place de la filière de polystyrène. Donc ça a été un gros sujet chez nous et un sujet de filière. Et là, aujourd'hui, le réemploi, c'est aussi un sujet pour nous, tout simplement parce que déjà, on a un vrai ancrage local. Il faut savoir qu'on collecte notre lait, nos 110 millions de litres de lait par an en région Occitanie, mais aussi dans les régions limitrophes. Donc on a vraiment cet ancrage local. En plus de ça, on fait partie du groupe Maître laitier du Cotentin, qui a toute une flotte logistique. Donc on a le côté logistique qui était intéressant. Nos produits sont distribués aussi sur Toulouse, donc toujours cet ancrage local. Et il y a eu aussi le fait que la station de lavage Évidence se trouve juste en face de notre usine. Et donc ça a été un peu comme une logique aussi de vouloir initier ce genre de projet chez nous. La réglementation, on en a beaucoup parlé. Au fond, c'était un moteur ou pas spécialement ? Si, je pense qu'il faut quand même se dire les choses. On est dans des pays latins. C'est difficile des fois, sans avoir cette carotte de la réglementation, de faire bouger les lignes. Mais dans le fond, c'est pas grave si c'est la réglementation qui nous permet de bouger. Ce qui est important, c'est qu'on avance tous ensemble pour améliorer l'impact environnemental. Et vous l'avez dit, un ancrage local et au fond une dynamique aussi très forte. Vous avez cité la plateforme Évidence, donc quelque part, vous faites la transition à ma place. Je me tourne vers Mathieu. Mais au fond, même question. On vient d'évoquer l'enjeu réglementaire. Moi, je crois comprendre que vous êtes vraiment quelqu'un du terrain et vous, l'impulsion, elle est venue de quoi justement? D'une évidence? Alors, exactement. Bonjour à tous. Nous, c'était plus une envie d'avancer et d'être acteur de l'évolution de notre mode de consommation. Et en fait, c'est après avoir, on va dire, travaillé pendant 2 ans pour créer Évidence qu'on s'est aperçu qu'il y avait la loi AGEC notamment. Donc vous avez lu la réglementation après. Exactement. C'est assez original, Exactement. mais au moins voilà. Ça prouve que finalement vous êtes parti d'un vrai besoin et d'un vrai constat. Tout à fait. concret. En fait, l'idée c'était de se dire on a une problématique de déchets parce que c'est la problématique de toute la population, notamment française, puisque là on parle du local en fait, du national. Diminution des déchets. Qui dit diminution des déchets dit quelles sont les solutions. Et en fait, initialement notre projet de base c'était de créer des yaourts consignés. Donc je fais un petit peu le lien avec les yaourts, la laiterie. Oui, alors là on vous regarde avec des yeux C'était notre projet initial avec Charlotte, ma compagne. C'est quelque chose qu'on a mis en place et puis ensuite on a tissé des liens avec différentes laiteries, notamment Yeo, pour avancer sur le sujet. Et puis progressivement, donc en 2 ans, au final on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse demande de lavage de tout type de contenants alimentaires, que ce soit du bocal en verre, que ce soit des pots plastique, des éco-cups pour les festivals que vous connaissez tous, etc., de l'inox également. Et donc on a basculé sur ce projet d'ouvrir la première centrale de contenants alimentaires d'Occitanie. On a ouvert le 2 mai, donc ça fait que 4 mois, un peu plus de 4 mois maintenant. On a déjà lavé 200 000 contenants, ça veut dire qu'il y a vraiment une demande. Et oui. Et on a l'objectif en 2025 d'être à 1,5 million. Et on va dire dans 5 ans, on a un minimum à atteindre de 20 millions par an de contenants. Et le marché est vraiment en train de s'ouvrir dans le sens où vous avez parlé tout à l'heure de recyclage. Je pense que le vrai mode de consommation qui va s'imposer à nous, c'est vraiment le réemploi. Alors on va en reparler. Juste un mot. Les bouteilles, effectivement, vous l'avez exclu de facto. Alors les bouteilles, on les a exclues. Pourquoi? Parce que déjà sans les bouteilles, on a un marché qui est énormissime devant nous. Ouais. Et il y a donc déjà un partenaire en place sur Toulouse qui va ouvrir très bientôt d'ailleurs, qui s'appelle Consigne Up, qui traite déjà le sujet des bouteilles en verre sur la région. Pierre, je me tourne vers vous, même question, et je crois qu'il y a un parallèle au fond avec Mathieu, c'est que c'est aussi votre expérience personnelle avant la réglementation qui vous a conduit à lancer le Drive Tout Nu. Oui, tout à fait. Donc le Drive Tout Nu, c'est un réseau de drive et supermarchés zéro déchet. Donc on vient amener le réemploi à grande échelle dans la grande distribution, puisque chez nous, 100% de nos produits sont conditionnés dans des emballages réutilisables, principalement des bocaux en verre. Et en effet, c'est un parcours personnel qui m'a amené à vouloir ramener d'une certaine manière du bon sens
dans la grande distribution, puisque moi, étant petit-fils de réfugiés espagnols, j'ai été bercé toute ma jeunesse dans le réemploi, pas forcément le réemploi de bocaux en verre, mais par exemple la barquette de jambon chez moi était lavée puis réemployée, les étiquettes qu'on va trouver sur les agrumes ou sur les pommes étaient conservées, servaient comme scotch. Enfin, si vous avez des questions sur des astuces zéro déchet, venez me voir à la fin, pas de problème, je partage. En confrontant ça avec Salomé lorsque je l'ai rencontrée, Salomé, elle vient d'une famille qui veut consommer responsable, comme plus de 80% des Français, mais qui n'a pas le temps parce que dans le quotidien, elle finit toujours par aller au plus pratique. Le plus pratique, c'est, alors dans le contexte de la famille de Salomé, c'est Intermarché. Et ils sont toujours frustrés d'aller chez Intermarché parce qu'il y a trop de déchets, parce que les produits ne sont pas forcément ce qu'ils recherchaient, il n'y a pas de produits locaux ou pas suffisamment. Et on s'est dit, on va associer la simplicité d'usage de la grande distribution avec une consommation responsable type épicerie vrac, AMAP, direct à la ferme, etc. Et c'est comme ça qu'on a créé cet hybride qui est le drive tout nu. Parce qu'au fond, ce que vous venez de dire est très intéressant parce que ça a été objectivé par une étude de l'ADEME qui montre qu'en fait, il y a des intentions d'aller vers le réemploi, mais qu'il y a des freins qu'il faut lever. Tout à fait. Cette étude, elle dit que 82% des Français veulent consommer responsable. Et sur ces 82%, il y en a 94% qui n'ont pas de système suffisamment simple pour le faire, alors qu'ils déclarent quand même acheter de temps en temps des produits responsables. Par responsable, on entend zéro déchet, on entend commerce équitable, on entend produits locaux, mais ça reste des actions un peu typées bonne action. Nous, notre vocation au Drive to Nu, c'est de faire de la consommation responsable la consommation du quotidien sans que ce soit perçu comme une bonne action, juste que ce soit aussi simple qu'aller chez Intermarché. Samuel, autour de vous, des acteurs qui ont des impulsions extrêmement inspirantes autour du réemploi. Votre rôle, c'est d'avoir effectivement le regard de la méthode et puis de l'expertise, du recul. Peut-être rappeler au fond, le réemploi, ça s'inscrit dans des grands principes d'éco-conception. Oui, tout à fait. C'est une stratégie d'éco-conception. Peut-être juste pour rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là, l'éco-conception, c'est la prise en compte de l'environnement dans le développement de produits ou de services, dont l'objectif c'est d'avoir une offre qui soit améliorée d'un point de vue de l'impact environnemental après. Enfin, il faut être juste sur les bases. Bien sûr, il faut rappeler ce principe. Ouais, on a plusieurs manières de le faire. Il y a modifier, faire la même chose avec moins, changer les matériaux, etc. Mais rester peut-être dans des modes de consommation linéaires. Donc c'est intéressant, ça permet de diminuer les impacts, mais si on veut aller plus loin, il faut avoir des stratégies qui modifient les modèles économiques. C'est ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, de faire de la même chose avec moins. Et donc la première pour nous, c'est la circularité, donc c'est-à-dire essayer de récupérer les matières pour les revaloriser. Donc ça, c'est le premier niveau. Si on veut aller plus loin, c'est augmenter la durée de vie des produits. Et je pense que le réemploi, on est tout à fait là-dedans. Et puis après, c'est de trouver des modèles économiques qu'on va appeler d'économie de fonctionnalité ou de système produit-service, c'est-à-dire que le metteur en marché reste propriétaire du produit, de l'emballage. Il en donne juste l'usage et la fonction, le bénéfice. Et donc, le réemploi, il s'inscrit vraiment plutôt dans les stratégies de haut niveau dessus, ce qui impacte vraiment les problématiques de modèle économique, je l'ai dit, de ressources financières, d'engagement. Alors c'est vrai que c'est sans doute plus facile quand on se lance que de modifier le cap de grandes entreprises qui doivent réajuster, modifier, mais c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui et de demain. Merci Samuel, effectivement, parfaite transition avec ma seconde série de questions sur le comment. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Alors, tout d'abord, justement, Clarisse, un exemple, quel est votre projet réemploi du moment? Notre projet réemploi du moment, comme un peu l'a exprimé Samuel, c'est compliqué de changer les choses quand c'est déjà inscrit depuis un petit moment. Donc sur la partie B2C, on ne va pas s'en préoccuper tout de suite, même si c'est vraiment un sujet global et national. Mais sur la partie B2B, notre projet, c'est de mettre en place un seau en polypropylène réutilisable pour le marché du coup, de la restauration hors foyer. Et de pouvoir commencer à éprouver tout ce système-là, à la fois la chaîne logistique, à la fois le lavage, à la fois s'enlever aussi les problématiques qu'on peut avoir de sécurité alimentaire, de migration contenu-contenant, et permettre de pouvoir développer après à plus grande échelle ce projet. Quoi. Alors pour bien comprendre, ce sont donc des grands conditionnements, des grands formats, des seaux dans lesquels on va peut-être conditionner des yaourts et de la crème, et c'est utilisé dans la restauration collective. Et exactement. C'est ça, exactement. Et donc,
On est à quel stade du projet? On est au stade pilote, donc on est vraiment au début. Je pense que comme beaucoup sur le réemploi. Mais voilà, on veut, en tout cas sur le B2B, on ne veut pas attendre que le B2C se développe pour avancer. On veut déjà commencer à éprouver sur le B2B et commencer à éprouver le système. Et c'est le B2B qui a été priorisé, notamment, finalement, vous l'avez glissé tout à l'heure en introduction, parce que vous pouvez vous appuyer sur la filiale logistique de Maître Laitier du Cotentin, c'est bien ça, sur la reverse logistique, c'est-à-dire la logistique qui va vous ramener les contenants. Exactement, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a voulu faire ceci, mais aussi parce qu'il y avait évidence juste en face de chez nous. Donc voilà, on ne pouvait pas non plus se dire qu'on voulait passer à côté de cette opportunité. Alors, vraiment, avec le nom de votre société, Mathieu, tout me semble évident, mais c'est effectivement à vous, du coup, de prendre la parole. Alors, quelques données très précises, vous avez annoncé vos objectifs, mais concrètement, c'est quoi le centre de lavage multicontenant? On a un tunnel, comment ça fonctionne? Alors, le centre de lavage, c'est aujourd'hui, on est aux mines de Toulouse, sur 300 mètres carrés. On a divisé le local en 5 zones, une zone de réception du sale, une zone de pré-traitement, puisque de temps en temps on a besoin de faire du trempage avant de laver. Ensuite on a une grande zone de lavage avec un seul tunnel actuellement qui est capable donc de laver tout type de contenant. Ensuite une zone de sèche et une zone d'expédition. Le tunnel, pour vous donner un ordre d'idée, il fait à peu près 10 mètres linéaires et on travaille déjà sur l'intégration d'un second tunnel avec d'autres capacités et pour d'autres. Et oui, parce que j'allais m'étonner un peu, mais c'est vous l'expert, hein, mais de cette polyvalence, cette capacité à nettoyer tous les matériaux. Est-ce que finalement, je comprends, il faut débuter, mais l'idée c'est pas de spécialiser à un moment donné? Alors initialement, en fait, on ne savait pas du tout quel type de marché allait s'ouvrir en priorité, donc on est capable aujourd'hui de laver tout type de contenants. Et effectivement, les prochains tunnels seront dédiés à une typologie de contenants pour gagner en efficacité de lavage, tout simplement en fait. Quel client, pour nous donner une idée, c'est quoi vos projets? Alors, pour revenir sur le B2B, B2C, ouais. L'intérêt aussi du B2B, c'est d'arriver à avoir du volume rapidement et avoir un taux de retour de la consigne, entre guillemets, qui est proche du 100%. Parce que dès qu'on va s'adresser au B2C, on va avoir la contrainte de faire ramener les gens, donc des quantités limitées. Donc en fait on a un taux de retour qui est beaucoup plus faible, même si aujourd'hui par exemple sur le Drive to New il y a un taux de retour ça marche très bien, ça marche très bien. 92, donc très bon retour. On va y revenir sur ce débat-là, c'est vrai que c'est un enjeu très fort, mais vous avez raison de le mettre en lumière. Et pour qu'on comprenne un peu votre dynamique, du coup, des exemples de clients. Exemple de clients, donc aujourd'hui on va travailler soit sur des festivals, on a travaillé sur le Rose Festival notamment, qui est un festival plutôt RSE quand même, pour lequel on a travaillé sur toute la partie gobelet par exemple. On a des entreprises comme Bocal en Boucle qui font quand même très régulièrement, on a à peu près 5000 contenants par semaine. C'est des bocaux en verre là? C'est des bocaux en verre exactement. Et puis ensuite on travaille du coup avec le Drive to New sur une partie yaourt. Bon, de toute façon il faut se dire yaourt, que le réseau du réemploi sur Toulouse, véritablement ce qu'on a à peu près tous et on travaille tous dans la même dynamique. Il faut savoir que de laver et de réemployer coûte moins cher que d'acheter du neuf en professionnel. Et la chose qui peut potentiellement mettre des freins, c'est la logistique. Alors on va y revenir sur ces sujets, effectivement, sur les freins à lever. On reste juste sur effectivement votre dynamique. Alors je comprends que si on parle yaourt, c'est dans quel contenant? En format, grand format? Là pour l'instant c'est des contenants bocaux verts, que ce soit des 125 grammes ou des 750 grammes. Et quid de l'inox? Je crois savoir que dans les collectivités il va y avoir notamment une réglementation qui va interdire l'utilisation du plastique sur les grands contenants. Tout à fait, il y a un très gros sujet sur toutes les collectivités nationales. Sur les bacs en fait. Alors voilà, aujourd'hui en fait les collectivités font fabriquer tous les repas, notamment des cantines scolaires, et qui font livrer dans des bacs en plastique jetables. Donc au 1er janvier 2025, il n'y a plus la possibilité, donc c'est la loi AGEC qui est Egalim qui met ça en place, ils ne peuvent plus utiliser de contenants jetables à usage unique. Ils vont être obligés de passer sur du bac inox parce qu'en fait la seule solution réelle c'est le bac inox. Et aujourd'hui ils ont des grosses problématiques parce qu'en termes de logistique, de réemploi, de lavage, c'est une grosse problématique. Donc aujourd'hui on essaie au maximum de les accompagner sur la mise en place de ce nouveau fonctionnement, parce que c'est pas simple à mettre en place. On fait donc forcément, on va proposer le lavage, ça c'est la partie opérationnelle, mais à côté de ça, et ça c'est valable pour tous les clients avec lesquels on travaille,
on les aide vraiment à trouver des solutions techniques, à sourcer les produits quand il y en a besoin et à mettre en place des nouvelles logistiques pour le réemploi. Ça, c'est pour la RHD. Je me tourne vers le B2C, le Drive to Nu. Alors, c'est l'enseigne zéro déchet. Concrètement, est-ce qu'il y a un lieu physique, de la vente en ligne? Comment ça fonctionne si moi je suis intéressé pour trouver les produits, le Drive to Nu? Alors, si vous êtes intéressé, vous avez toutes les possibilités puisqu'on fait du drive, donc commande en ligne et ensuite récupérer son panier de courses en drive. À Toulouse, on a 4 drives portés sur Garonne, Balma-Gramont, Beauzelle, Montaudran. On a aussi 2 points relais, un à Tournefeuille et un au Pont-Jumeau. Et on a également depuis peu un supermarché, donc un point physique où les gens peuvent venir avec leur caddie et puis prendre leurs courses sur étagère qui est à La Beige, qui s'appelle le Super Tout Nu. Ça, c'est pour Toulouse. D'autres implantations au niveau national? Oui, on est aussi à Bordeaux et à Lille. Et donc, comment ça fonctionne sur le plan logistique? J'imagine qu'il y a une forme de centralisation pour les produits, pour le stockage? Absolument, donc on centralise par ville autour de ce qu'on appelle un hub. Donc le hub, c'est là où on va mutualiser pour une même ville toutes les opérations de lavage, d'alicotage, c'est-à-dire de re-remplissage des bocaux et de dispatch logistique. Donc comment ça fonctionne très concrètement? Les clients ils vont faire leurs courses, que ce soit en drive, livraison à domicile ou en super. Ensuite, ils nous rapportent les bocaux lorsqu'ils passent une nouvelle commande. Et nous, on va tous les acheminer au hub. Et au hub, on va les laver dans un tunnel, un peu de la même manière que chez Evidence, mais avec un tunnel plus petit. On passe quand même, cela dit, à peu près 10 000 bocaux par semaine dans ce tunnel. Et ensuite, on va les réalicoter. Et donc, c'est-à-dire qu'on va remettre du produit dedans pour que les bocaux repartent chez d'autres clients avec d'autres produits. Donc, on alicote à environ 400 produits différents toutes les semaines, des produits qui sont frais, des produits qui sont secs, des produits avec certains allergènes, des produits qui sont labellisés bio, d'autres non. Donc je vous laisse imaginer la traçabilité qu'il faut pour gérer toute cette différence, toute cette hétérogénéité de produits. Mais voilà, l'idée c'est que ce soit entièrement circulaire et c'est extrêmement important, effectivement, le taux de retour, comme le mentionnait Mathieu. Nous, aujourd'hui, on a 92% de taux de retour. Donc, nos clients jouent le jeu du réemploi. Et on est, comme le disait Samuel, dans ce cas de figure où on reste propriétaire du bocal. C'est-à-dire qu'on va mettre le bocal à disposition des clients pour qu'ils transportent leurs marchandises. Mais il n'y a pas de consigne payée. Les clients sont simplement incités à nous les rapporter avec un crédit de 10 centimes de bon d'achat par contenant rapporté. On parle effectivement de conditionnement des bocaux verts. Est-ce que potentiellement il pourrait y avoir d'autres contenants et éventuellement vous appuyer justement sur des plateformes comme Evidence pour les autres types de contenants? Alors effectivement, il y a des bouteilles. Alors pour les bouteilles, on s'appuie sur ConsigneUp. Il y a des sacs à vrac, donc on s'en occupe nous aussi, des sacs à vrac, de les stériliser, de les remettre dans le circuit. Globalement, là on a fait le tour à peu près de tous les contenants qu'on va avoir. L'idée c'est justement quand même de ne pas trop diversifier les contenants pour pouvoir avoir des effets de volume évidemment. Alors nous on a standardisé dès le départ en fait. Donc on a commencé petit, notre premier drive était à Beauzelle où on avait peut-être un dixième du volume qu'on a maintenant. Mais dès le départ, on s'est mis en place pour pouvoir scaler, pour pouvoir grandir vite, donc avec une organisation digne d'une usine agro, une traçabilité, un service d'hygiène, etc. Mais aussi une standardisation. Et c'est extrêmement important. C'est des travaux qui sont menés par Citeo aussi pour standardiser les bocaux. Nous, nos standards, c'est le TO82, donc une ouverture de 82 mm twist-off. C'est un peu ce que vous retrouvez sur les confitures Bonne Maman, par exemple, ou sur les compotes Andros. Ça, c'est notre standard. Et ensuite, 3 types de bocaux, les 125 ml, les 375, donc typiquement un Bonne Maman, et les 750, comme par exemple le bocal de haricots de Bonduel ou de compote de Andros. Un chiffre sur votre dynamique, la fréquentation? Alors on est extrêmement content de la fréquentation puisqu'on a une croissance qui est énorme et donc ça a ses challenges, mais c'est très chouette. Par rapport à l'année dernière, on est sur du plus 50% par rapport au volume qu'on passe. Et en 2023, on était sur du plus 60%. Donc voilà, on a du flux. Les gens viennent chez nous, bien évidemment, pour le zéro déchet. Ils viennent aussi pour l'aspect produits locaux et ils viennent aussi pour le rapport qualité-prix qui est imbattable. Et donc, ce qui fait que on a notre clientèle qui grossit. Et donc, le pool aussi de produits réemployés VS qui auraient été achetés en emballage jetable dans la grande distribution classique qui grossit. Donc, on est extrêmement satisfait. Samuel, votre regard sur ces 3 initiatives? Là, je sais pas si ça marche. Non, mais c'est intéressant. Et surtout, on voit la problématique de filière, c'est-à-dire que ça peut pas se faire tout seul. C'est-à-dire qu'il faut des acteurs engagés et puis il faut avoir de l'ingéniosité. C'est-à-dire que le souci, le point dur, c'est le client utilisateur final. Et pour que ça fonctionne et pour sortir
entre guillemets, au Canada on dit les granolas. Voilà, c'est les gens qui sont vraiment convaincus, c'est le village d'Indiens, d'irréductibles, environnementalistes, etc. Pour démocratiser, il faut que les solutions nouvelles elles soient plus légères qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut simplifier la vie de l'utilisateur. C'est-à-dire si on veut vraiment déployer, démocratiser, en particulier en B2C, hein, c'est ce qu'on disait, B2B, c'est plus un rapport économique sur lequel on peut amener la preuve, mais si on veut vraiment démocratiser sur le B2C, il faut vraiment imaginer quelque chose qui fasse que on a tout intérêt à basculer sur cette nouvelle solution par rapport, voilà, j'ai entendu du rapport qualité-prix, la simplicité de mise en œuvre, mais il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Et c'est en ça que je trouve c'est intéressant, parce que ça oblige à réfléchir autrement. Et alors, un exemple, c'est le programme Oxymore. Alors, il n'est pas dédié au réemploi, mais au fond, c'est une façon d'aborder ce sujet à travers la démarche d'éco-conception. Quelques mots. En fait, on peut se poser pas mal de questions. On en a parlé dans les conférences précédentes. Il faut évaluer pour être sûr. Voilà, il y a un problème de distance, il y a un problème de l'énergie ou de l'eau qu'il faut mettre dans le nettoyage. Quand est-ce qu'on a un retour qui soit suffisamment intéressant ? Je parle environnemental. Et donc, l'ADEME, la région et Valdelia financent un programme d'action dans lequel le pôle éco-conception, on a 2 ingénieurs sur le territoire qui peuvent intervenir gratuitement pour faire des premiers points, des premiers diagnostics et vous orienter dans des dispositifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs d'aide, en particulier au sein de l'ADEME, où on l'a vu BPI, mais c'est des fonds ADEME aussi, avec des diagnostics très courts, avec des consultants experts, des diagnostics un peu plus longs, de l'étude, voire même du financement d'investissement. Donc voilà, vous pouvez profiter de ça. Et à des hauteurs très significatives, notamment sur la partie études, donc ça permet déjà de poser les enjeux. Oui, alors je vous invite à le faire déposer les dossiers le plus rapidement possible parce que je ne sais pas ce que seront les budgets de l'État l'année prochaine. Oui, on est encore dans l'actualité, Samuel, mais vous avez raison. Effectivement, le budget va être présenté dans quelques jours et il semblerait qu'il y ait quelques. En tout cas, sur 2024, il n'y a pas de souci, c'est encore prévu. Donc, Oxymore, pas de souci. Vous avez un ingénieur conseil qui vient chez vous, qui fait un premier état des lieux et qui vous oriente d'un point de vue technique et économique. C'est très clair, Samuel. Votre propos, ça a été de dire l'enjeu, c'est de démocratiser ces démarches. Mathieu, je vous voyais acquiescer. Allez, comment on va plus loin Dernière salve de questions. Je veux juste revenir sur un point qui est important aussi, parce qu'il y a un début d'analyse qui a été faite, analyse de cycle de vie. J'en lisais un il n'y a pas plus tard qu'hier, notamment sur, par exemple, les gobelets carton plastifiés. Où en fait, on se rend compte qu'en termes de déchets, on a 100% de moins de déchets, puisqu'on n'a plus de déchets quand on passe sur du réemploi. On a une diminution de l'émission de CO2 en moyenne de 79% et une diminution d'utilisation d'eau au réemploi de 56%. Donc, alors, il y a d'autres analyses qui vont arriver de cycle de vie, mais dans tous les cas, on sait aujourd'hui que le réemploi, dans tous les cas, est meilleur que beaucoup d'autres. Alors, le recyclage, c'est déjà une première étape et une première phase qui est hyper importante. Mais voilà, il faut vraiment promouvoir le réemploi, ça c'est ma conviction personnelle. Hein. Mais voilà, je pense que c'est très très important et aujourd'hui on a des analyses qui démontrent qu'il faut aller vers le réemploi. En tout cas, et on l'a vu aussi au cours de la matinée, effectivement l'ACV est la bonne méthode pour pouvoir faire cet arbitrage, mais comme l'a précisé Vincent Collard aussi tout à l'heure, il faut avoir réglé tous les paramètres pour que le réemploi soit véritablement efficient à grande échelle, pour qu'on puisse vraiment mesurer et que l'ACV elle ait du sens. Évidemment, l'ACV appliquée à des boucles qui ne sont pas optimisées, c'est pas intéressant et c'est pas significatif. Je voudrais qu'on revienne sur un point clé qui a été soulevé tout à l'heure, et d'ailleurs Samuel l'a retenu, c'est le rapport qualité-prix, c'est le prix final du réemploi. Pierre, ça a été vraiment votre point de départ. Ce niveau de différence prix, comment vous l'avez évalué, notamment par rapport au prix des emballages, des produits conditionnés en emballage à usage unique? Quand on s'est lancé, il y a l'ADEME qui a sorti une étude qui démontrait que le prix final d'un produit est composé entre 10 et 40% par le prix de son emballage. Donc sous-entendu, lorsque vous allez à Intermarché, pour regarder, même j'ai rien contre Intermarché, rassurez-vous, mais si vous allez chez Intermarché, vous allez payer 100 € à la caisse, entre 10 et 40 €, c'est pour les emballages, carton, plastique, etc., que vous allez jeter à la poubelle en rentrant chez vous. Et nous, on est parti de ce constat en disant, on va permettre aux gens, il y a aussi une raison sociale à la création du Drive to New, et elle est là, c'est de permettre aux gens avec un même budget d'avoir accès à des meilleurs produits, qui vont aussi mieux rémunérer les producteurs, etc. Et donc voilà, on s'appuie vraiment sur cette étude de l'ADEME qui dit 10 à 40%, c'est le coût de l'emballage dans un mix prix-produit. Et nous, on veut donner pour un même prix un accès à un meilleur produit grâce à ça.
Et donc ça veut dire que, parce que c'est vrai que dans le monde du réemploi, c'est quand même loin d'être la règle, que vous êtes compétitif et même mieux disant par rapport eh bien, à des produits qu'on va retrouver dans voilà, des emballages à usage unique. Un exemple peut-être? Oui, l'exemple qui est souvent généralement assez parlant, c'est sur les œufs bio locaux. J'imagine que vous devez les acheter autour de 3 euros, 3,50 €. Nous, on les propose à 2,37 €. Un autre exemple, les lentilles corail. Par rapport à Carrefour qui est en face de chez nous, on est à peu près 80 centimes moins cher que le prix au kilo de Carrefour. Voilà, je peux vous en citer plein d'exemples. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, ce qui nous permet aussi de faire ça, c'est le fait qu'on reste propriétaire des bocaux. Donc, en fait, on ne fait pas payer les bocaux à nos clients. Les clients, ils vont les utiliser comme vecteur de transport et nous les rapporter pour qu'on les réutilise, mais on reste les propriétaires et ça, c'est extrêmement important dans le modèle économique. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit l'intégration qui est finalement votre marque de fabrique. Le taux de réutilisation d'un bocal en verre, est-ce que vous avez une idée globalement? Le nombre de fois qu'il peut être réutilisé? Exactement. Non, mais honnêtement, on n'a jamais de casse, donc en fait... c'est quasiment l'infini, en fait. Hein. Jusqu'à ce qu'on le casse, c'est l'infini. Le verre, c'est un matériau qui se lave très bien. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles on a choisi le verre. D'abord, c'est un matériau qui se lave très bien et qui ne se dégrade pas lorsqu'on le lave, contrairement au plastique qui va commencer à s'effriter. Et la deuxième raison, c'est que le verre, c'est un matériau qui est inerte et donc il n'y a pas d'échange moléculaire entre le contenant et le contenu. On évite tout ce qui est les fameux perturbateurs endocriniens dont on entend pas mal parler en ce moment, les phtalates, les bisphénols. Il y a eu un article dans Le Monde il y a quelques jours qui était affolant. Un Français ingère en moyenne un stylo bic de plastique toutes les semaines. Voilà. Oui, donc c'est vrai qu'on est passé d'une carte de crédit à un plastique. Je ne sais pas quel est le plus. La carte de crédit, je crois que c'est au mois et le stylo, c'est à la semaine. Mais ouais, c'est la même étude qui dit ça. C'est assez impressionnant. Clarisse, au fond, on voit la logique d'intégration, de maîtrise de toute la filière. Vous, pour qu'on réponde à cet enjeu de performance au niveau du prix, voilà, il faut que ça soit accessible. Il faut aussi qu'il y ait les machines appropriées, les emballages appropriés. Est-ce qu'il y a des freins techniques, des défis à relever en la matière? Exactement. Je pense que le principal sujet du réemploi et pourquoi ça prend aussi beaucoup de temps, c'est toute cette problématique de frein. Je pense qu'il y en a 3 principaux. Bien évidemment, il y a le prix des infrastructures, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des lignes FFS de pots thermoformés. Alors, Form Fill Seal, c'est la technologie qui permet de remplir à chaud, c'est bien ça, hein, les yaourts. Les pots de yaourts qu'on trouve dans tous les magasins. Et qui constitue l'industrie de la filière. Donc il y a vraiment pour entamer ce virage, en tout cas, il y a vraiment un investissement déjà financier. Après, il y a aussi le côté, bien évidemment, d'alignement de l'ensemble des interlocuteurs, parce que nous, on travaille beaucoup avec les GMS, donc on est aussi très dépendant d'eux et de leur motivation aussi à aller sur les sujets du réemploi, mais aussi à toute la filière logistique qu'on peut avoir derrière. On sait que ça n'aurait pas forcément de sens non plus, nous on travaille pour toute la France, d'envoyer un produit jusqu'à Lille, le faire traverser toute la Lille jusqu'à Lille plein et le renvoyer jusqu'à chez nous vide. Donc il y a vraiment un sujet de chaîne logistique pour aussi assurer une certaine ACV, un certain sens environnemental. Et il y a aussi, déjà Mathieu aussi en a parlé, il y a un vrai sujet sur l'hygiène et la sécurité alimentaire, sur comment on va s'assurer justement qu'il n'y ait pas de migration contenu contenant. Exactement, c'est évidemment la préoccupation forte. D'ailleurs, sur le salon, on peut retrouver un laboratoire Eurofins, pour ne pas les nommer, qui propose des tests de conformité pour s'assurer effectivement de l'absence de migration en la matière. Juste un point, parce que pour être très concret sur les emballages, pour aussi comprendre le niveau de maturité, on trouve des seaux réemployables à l'heure actuelle ou pas du tout? Alors aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des seaux réemployables. On se rend compte que déjà, nos fournisseurs ont des difficultés à pouvoir nous fournir des seaux réemployables. Aujourd'hui, notre seau... il est en polypropylène, mais par exemple, il comporte un design qui n'est pas conçu pour les réemplois. Et ça, c'est notre principale problématique. Il comporte par exemple une petite bague d'inviolabilité. Et aujourd'hui, toutes ces questions, par exemple, de nombre de lavages qu'il peut effectuer, tout ça, il faut le construire, il faut le creuser. Il n'y a encore rien d'écrit dans les normes et dans les protocoles de lavage. Donc il faut vraiment tout construire et on part vraiment des fois de zéro. Les gammes d'emballages réemployables standards, telles que Citeo est en train de le développer, les uns et les autres, ça peut vous intéresser. Mathieu, pour vous, est-ce que c'est une des clés, en fait, justement, pour le développement du réemploi ?
Bien sûr, c'est une des clés. Aujourd'hui, il y a quand même certains produits qui existent déjà. Donc, Pierre tout à l'heure parlait des bocaux en verre. On sait que c'est réemployable, quasiment à l'infini, effectivement, jusqu'à ce qu'il y ait une casse. L'inox également fonctionne de la même manière. Et ensuite, il y a quand même aujourd'hui pas mal de sociétés qui sont en train de concevoir des nouveaux produits. Je pense à des sociétés qui vont proposer des boîtes à burgers, des boîtes à pizza, en polypropylène notamment, pour du réemploi. Donc, ils sont un petit peu en avance parce qu'aujourd'hui, le marché n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, il y a pas mal de recherche et développement sur des nouveaux produits. Il y a notamment une gamme là, que je travaille avec un partenaire qu'on lance sur Toulouse pour remplacer les gobelets à café par des gobelets réemployables. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de bureaux sur Toulouse, avec l'aérospatiale notamment, pour citer que, il y a énormément de gobelets jetés tous les jours à Toulouse pour le café. Donc l'idée, c'est vraiment de basculer sur le réemploi, sur ces types d'événements. Donc en fait, dès qu'on va arriver à avoir les contenants qui vont arriver sur le marché, qu'on a le laveur, parce qu'il faut des laveurs locaux à chaque fois, et qu'on arrive à avoir des tarifications logistiques acceptables, à ce moment-là, on va lever pas mal de freins. Juste pour rajouter sur les freins, je pense aussi que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Je me bats depuis qu'on a lancé Evidence, par exemple, pour mettre du réemploi au marché de Noël de Toulouse. Au marché de Noël, il y a 1 million de visiteurs en 33 jours. On a estimé à peu près à 500 000 gobelets jetés en 33 jours. Colossal. Tant que les pouvoirs publics ne disent pas « OK, on y va », ça ne bouge pas. Et pourtant, tout le système logistique est présent. Donc, les particuliers comme nous, qui ont des sociétés privées, ils sont acteurs, mais il faut aussi que derrière, ça suive au niveau collectivité, pouvoir public, etc. Le cadre réglementaire, effectivement, pourra aider, mais les échéances sont quand même assez lointaines. Exactement. Effectivement, vous avez évoqué l'aspect logistique, enfin, vous l'avez tous évoqué. Juste, j'en profite, une précision, vous avez dit qu'il faut que ça soit local. On a une idée pour vous du nombre de kilomètres jusqu'auquel vous pouvez il y a des analyses qui ont été menées. Il y a Citeo qui travaille beaucoup sur ce sujet-là. D'ailleurs, Citeo, on parlait tout à l'heure des contenants. L'idée, c'est d'avoir une homogénéité de contenants en France, de manière à ce que le bocal ne revienne pas à Toulouse s'il est à Paris, mais qu'il soit utilisé par un autre fabricant sur site. Donc c'est vraiment l'idée, c'est dans les années à venir d'avoir une homogénéité des contenants, de manière à ce qu'il y ait les retours au niveau local. Et ensuite, de toute façon, on voit bien qu'il y a de plus en plus de projets de centrales de lavage, justement de contenants alimentaires, pour justement répondre à cette demande, parce que, encore une fois, le réemploi nécessite forcément un travail local. Et aujourd'hui, pour répondre à la question, on estime que l'efficacité du réemploi, c'est à peu près à 150 km autour de nous. 150 km. Voilà. Alors évidemment, il faut voir en fonction des matériaux, mais quand même, ça donne une idée effectivement très concrète. Pierre et après Samuel. Pierre, justement, sur cet enjeu qui vient d'être évoqué, au fond, c'est l'interopérabilité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'un emballage qui pourrait être chez le Drive Tout Nu, pourrait être, pourquoi pas, réemployé ou réutilisé dans une autre enseigne. Ça c'est possible à terme, ça peut être un objectif. Ça, c'est l'objectif souhaitable, effectivement. C'est vers ça qu'on veut aller. Aujourd'hui, c'est déjà ce qu'on fait, puisque par exemple, un client à nous peut nous rapporter un bocal Andros, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Tant qu'il correspond à nos critères, c'est-à-dire un TO82, ce fameux TO82, et qu'il n'y a plus d'étiquette, plus de traces de colle sur le bocal, le client peut nous le ramener. Il va être crédité de 10 centimes de bon d'achat comme c'était notre bocaux. Et nous, de la même manière, on va le remettre dans le circuit en le pasteurisant et en l'alicotant. Et c'est bon à savoir parce que vous avez fait au fond le choix, j'allais dire de la simplicité, mais c'est vrai que les bocaux que vous utilisez, on les retrouve déjà en fait. Exactement. Et en fait, on a fait vraiment le choix du pragmatisme dès le départ. C'est pour ça quand on a choisi les bocaux qu'on allait utiliser, on est parti sur les bocaux les plus standards du marché, puisque on va dire que 80% des bocaux qu'on retrouve sur le marché, c'est du TO82. Bonduel, Andros, Procin, Karine et Jeff, tout cela est déjà massifié. Exactement. Et c'est en ça que je pense qu'on peut aller encore plus loin que... Alors, j'encourage vraiment Citeo dans leur travail de standardiser les bocaux, mais ils se sont peut-être un peu trop fait plaisir en se faisant des bocaux très beaux. Au-delà de l'aspect logistique, il y a aussi un aspect production qu'il faut prendre en compte. Et coût de production, le coût du bocal au départ, quand on veut faire une ratatouille pour de la grande distribution, le bocal, il compte dans ce coût initial. S'il faut acheter un bocal plus cher parce qu'il est plus lourd, plus joli, il a été fait par Citeo, très bien si les gens veulent le faire, mais il y en a beaucoup pour qui ce sera rebutant. Je pense qu'on peut aller encore plus loin en incitant et en standardisant de légiférer en fait le TO82, puisque c'est déjà aujourd'hui un standard,
et de légiférer sur la colle, puisque la colle c'est un énorme problème dans le réemploi. Exactement. Et il y a certains producteurs qui ont des colles qui sont très faciles à enlever. Je pense à Procin à Perpignan par exemple, un petit filet d'eau froide, on enlève l'étiquette parfaitement et pour autant elle tombe pas dans les supermarchés. Et il y en a à l'inverse, c'est un enfer à enlever. Et donc mettre une standardisation sur la colle et mettre une standardisation sur le collet, enfin sur l'ouverture, c'est extrêmement important et c'est comme ça qu'on ira vraiment très loin et qu'il y aura cette interopérabilité qui se fera. Par exemple, Procin produit une ratatouille à Perpignan, elle est consommée à Paris, c'est un opérateur parisien qui va soit la restériliser, soit l'utiliser en zéro déchet comme nous, et ça va continuer de tourner de cette manière-là. Et voilà, ça c'est vraiment l'objectif. Sur Citeo, votre marque, effectivement, est à mettre aussi en regard du fait de, comment dirais-je, de la massification des emballages standards réemployables. Vous savez, avec l'expérimentation dans 4 régions début 2025 du nord-ouest de la France, Hauts-de-France, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, 30 millions d'emballages vont être activés. Donc peut-être qu'effectivement cet effet de volume permettra de rendre ces emballages aussi plus compétitifs sur le plan du prix. Plus compétitif que de la niche, mais dans tous les cas, ce sera toujours plus cher que 30 millions ou 70 milliards d'emballages verts standards non moulés qui sont le standard de l'industrie aujourd'hui. Samuel, alors je l'ai dit en préambule, vous faites partie du groupe de pilotage autour du rapport de l'ADEME qui n'est pas publié, donc vous n'allez pas nous délivrer les conclusions. Pour autant, quelques éléments, quelques points de vigilance, en tout cas quelques leviers sur lesquels il faut agir pour que le réemploi puisse bien se développer. Alors sur l'étude qui est en cours, en fait c'est des analyses comparatives. Alors c'est suite à la loi climat résilience, l'article 25 qui oblige à faire cette étude, et c'est une comparaison des emballages verts versus à d'autres emballages mono-utilisation. Donc tout n'est pas pris en compte. Voilà, c'est vraiment le verre avec l'ensemble des types d'emballages dont on a discuté par rapport à une barquette, à d'autres choses. Donc ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est principalement les scénarios d'usage, justement pour qu'on ait de réemploi versus le jetable, pour qu'on ait des éléments de comparaison qui soient justes. Donc on met ensemble toute la filière pour se mettre d'accord, est-ce qu'on a les bonnes hypothèses et les bonnes hypothèses de calcul pour avoir une évaluation qui soit juste, reproductible et qui va permettre la comparaison derrière. Et donc là, en ce moment, il y a tout un tas, il y a des dizaines et des dizaines d'analyses de cycle de vie qui sont réalisées. Elles vont passer en revue critique dans un second temps, c'est-à-dire par des tiers extérieurs qui vont vérifier les hypothèses et la manière dont est fait l'analyse du cycle de vie. Et ce sera publié dans un second moment. Après, sur les premières hypothèses, en fait, on revient à ce qu'on... conclusion, on revient à ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire plus on va travailler sur l'éco-conception de l'emballage, donc ça va plutôt dans le sens que tu disais, c'est-à-dire avec des emballages simples, avec le moins d'impact, au nombre de fois où on le réemploie, on gagnera plus vite. Il y a les facilités de nettoyage, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne nécessite pas, plus d'énergie, plus de chauffage et autres. Il y a tous ces éléments qui sont pris en compte. Et puis, un des facteurs, ça va être, et qui est un point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on va faire, même si on voit qu'on a des solutions qui marchent bien, pour être sûr que les emballages seront bien remis dans le cycle. Voilà, donc l'idée de cette étude, c'est comment on passe à une niche de gens qui font de la réutilisation, à une démocratisation complète, et si oui, dans quelles conditions, pour être sûr que ce soit des bonnes solutions environnementales. Et alors, le mot de la fin, dernier tour de table, justement, Samuel, vous gardez la parole. Au regard de ces éléments, alors je sais bien que vous ne pouvez pas apporter aujourd'hui les conclusions, mais ces scénarios, ils nous amènent justement vers des niveaux de réemploi qui peuvent correspondre ad minima à la réglementation. On n'est pas là-dessus. Hein. Les scénarios, c'est des scénarios d'évaluation. Hein. On est sur l'évaluation. C'est emballer 1 litre d'aliments, voilà, et après c'est le scénario, jusqu'à quelle distance, par exemple, etc. Ça permet d'objectiver ce type d'éléments. On est vraiment sur des éléments micro qui seront reconsolidés après pour arriver à du macro. Alors, votre vision sur la même question, si c'est plus le rapport, vous, ce que vous en pensez, notamment au regard de votre expérience avec l'agroalimentaire, mais peut-être d'autres secteurs aussi. Non, mais de toute façon, il va y avoir un basculement, force est de constater. Même si des fois, le réemploi, ce sera moins bon qu'une solution jetable de manière ponctuelle, parce qu'on est dans des scénarios,
je vais prendre dans l'avion, il faut quelque chose de léger, parce que je ne connais pas l'avion, mais voilà, c'est plutôt le poids sur lequel il faut faire attention. Donc, mais malgré tout, ça reste quelque chose qui est pragmatique, c'est du bon sens, c'est-à-dire c'est donner plus de valeur à la matière, aux ressources, et les maintenir dans des boucles qui soient longues et au-delà du recyclage. Donc je pense qu'il y a un basculement qui se fait. Il y a une législation qui arrive qui pousse aujourd'hui les gens à trouver les solutions parce qu'elle n'est pas encore applicable. Et puis cette réglementation, une fois que ce sera appliqué, ce sera une voiture balai. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir. C'est maintenant qu'il faut agir. Allez, je me tourne vers les acteurs du réemploi. Pierre, comment vous voyez effectivement déjà le développement du réemploi à votre échelle, peut-être d'autres implantations? C'est quoi l'avenir pour vous? Alors à notre échelle, on a prévu de continuer à se développer, même d'accélérer notre développement, puisque l'objectif à 2030, c'est d'avoir plus d'une centaine de points de vente dans toute la France et 650 salariés, donc ça commence à faire. Mais malgré tout, ça paraît beaucoup, mais c'est 3 fois rien par rapport au marché de la grande distribution qui représente 190 milliards d'euros, donc c'est énorme. Et donc on n'arrivera pas tout seul à avoir un impact suffisant sur le réemploi. Donc la législation, à ce titre, elle est extrêmement... Enfin, elle est précieuse, elle est essentielle parce qu'elle va inciter les très gros acteurs, les Leclerc, les Carrefour, les Lidl, à passer aussi sur du réemploi. Alors aujourd'hui, la loi AGEC, c'est 10% sur le réemploi. Nous, on prouve qu'on peut être proche du 100%. Donc on espère que demain, ce sera 20%, 25%, un petit peu plus, c'est possible. Mais on y arrivera que si le grand public est embarqué, et le grand public sera embarqué que si on a un bon rapport qualité-prix. Et un bon rapport qualité-prix, ça veut dire qu'on va économiser sur tous les aspects, donc sur le coût du bocal, sur le transport d'un bocal qui n'est pas trop lourd, sur le lavage efficient, sur une mutualisation. Et donc c'est une vraie révolution systémique qui doit s'opérer dans les prochaines années. Et sachant que la réglementation, l'application dans 1 an et demi, ça sera probablement plus la loi française, mais le règlement PPWR qui sera... d'application immédiate en droit français avec des objectifs par catégorie de produits en matière de réemploi. Clarisse, même question. Alors le réemploi, on a parlé du projet des seaux en B2B. D'autres projets, le B2C est-il un jour envisageable ? On espère que le B2C sera un jour envisageable. Par contre, nous, on a une taille un peu critique, c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment petit pour être suffisamment flexible sur ce sujet-là, et on n'est pas suffisamment gros non plus pour impulser. On dépend aussi des GMS. C'est pour ça qu'on se rapproche de Saint-Diffré et on travaille justement avec notre filière sur ce sujet pour s'assurer que les standards qui sont décidés par Citeo sont viables pour notre filière à nous, de produits laitiers frais. Et aussi, on travaille du coup, donc autre que du B2C, on travaille aussi sur d'autres sujets de B2B, par exemple sur des caisses réemployables, toujours avec Saint-Diffré, parce que c'est des sujets sur lesquels, comme on en a parlé, on a besoin d'être pragmatique et de la jouer collectif avec les autres acteurs de la filière. C'est clair, l'action collective va primer pour les années à venir. Mathieu, même question pour vous. C'est quoi la clé dans les prochaines années ? Clairement, nous, on s'est rendu compte que le réemploi suscitait énormément d'intérêt et tout type d'entreprises, en fait, que ce soit des PME ou des très grosses sociétés. Aujourd'hui, on voit qu'Andros commence à faire des tests justement sur le réemploi. On voit que des gens comme Pomona souhaitent mettre en place des caisses réemployables pour transporter les produits. On a des traiteurs qui s'intéressent au sujet. On a des grossistes en fruits et légumes. Il y a vraiment tout le monde de l'agroalimentaire qui est très intéressé par ce cheminement-là. Donc en fait, nous, l'objectif simplement aujourd'hui, Evidence, donc ça fait que 4 mois qu'on est ouvert, c'est de devenir la référence régionale et ensuite d'échanger avec des partenaires. On a été contacté par un partenaire à l'île Maurice, parce qu'ils ont des gros sujets de réemploi à l'île Maurice. Mais là, comment vous allez faire ? Parce que la boucle de réemploi sur l'île Maurice, ça me paraît... C'est juste du partenariat, mais clairement, d'avancer sur les sujets. On discute avec des gens aussi au Canada. Parce qu'en fait, c'est national, on travaille sur le local, mais on voit que c'est un sujet international, vraiment. Vous avez raison. De marché global. Exactement. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un très bel avenir dans les années à venir. Merci Mathieu, ça sera le mot de la fin. Vous pouvez applaudir les 4 intervenants pour leur témoignage. On a le temps de prendre une question, une précision. Est-ce qu'il y a des questions à poser aux intervenants ? Un micro circule
dans la salle. Si pas de questions, merci encore à nouveau à vous. On peut les remercier très chaleureusement. C'était une table ronde très inspirante. Et puis, le salon se poursuit. On se retrouve dans les allées. Et cet après-midi pour la séquence emploi-formation. Allez, à très bientôt.